Bonjour à tous, bienvenue sur Tough Sport. On a la totale bruxelloise ici comme plateau. On a les suiveurs des trois clubs de Bruxelles qui vont avoir des histoires très différentes à nous raconter sur ce qui s'est passé ce week-end pendant la 8e journée des Champions Playoffs, si je ne m'abuse. Oui, hein, c'est ça, il en reste 2, donc mes maths sont bons. Et la dernière journée pour le RWDM, des Relegation Playoffs. Playdowns, on va les appeler comme ça, les Playoffs 3, je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, voilà. On va aussi parler un petit peu de la Coupe de Belgique, de la finale de la Coupe de Belgique remportée par l'Union jeudi passé, et de la rencontre qui a eu lieu hier. C'est pour ça qu'on se retrouve un mardi exceptionnellement, et donc avec moi pour parler de tout ça, on a Xavier Thirion, suiveur d'Anderlecht, pour le soir. On a François Garit, suiveur de l'Union Saint-Gilloise et champion de Belgique, enfin vainqueur de la Coupe de Belgique, et Julien de Noël, suiveur du RWDM et en deuil malheureusement. On avait conclu la semaine passée en disant qu'on espérait ne pas avoir à faire l'éloge funèbre du RWDM dans une semaine. On va devoir la faire malheureusement, un éloge funèbre. Donc voilà, je vais commencer comme d'habitude pour nous lancer par vos top et flop. J'ai commencé par toi, Xavier. Voilà, ton highlight du week-end et ton flop du week-end. Je dirais mon top, c'est à la fois Verskaren et Dolberg qui ont tous les deux signé une action individuelle digne d'Anderlecht et de ce que Rimmer espérait. Lui qui parlait de moments magiques, qui allait peut-être décider du titre ou non. Il attendait des actions de ce type-là, il les a reçues. Et pour le flop, je resterai aussi sur Anderlecht et sur le tacle tout à fait inutile de Lenny à cet endroit-là du terrain alors qu'il y avait zéro danger et qui pourrait peut-être coûter cher à Anderlecht dans le match pour le titre qui aura lieu normalement dimanche, puisqu'il sera suspendu, puisque c'était ça, la carte de jaune de trop. Je pense qu'il aurait pu l'éviter en sachant que c'était vraiment pas une action dangereuse de la part de Genk à ce moment-là et à cet endroit-là du terrain. Il en plaisantait après en disant que c'était un miracle qu'il n'ait pas pris sa jaune avant parce qu'il avait deux jaunes depuis les 2 premiers matchs de play-off. Mais c'est vrai que c'était un peu... Pour un joueur expérimenté et intelligent comme lui, c'est assez étonnant. Et il oblige Rimmer à de nouveau bricoler alors que Delaney restait sur deux très bons matchs. Ouais, comme on disait, on ne sait même pas quel est le triangle habituel de Rimmer, le triangle A, je vais dire, de Rimmer, tellement Rimmer a dû changer son triangle de l'entrejeu depuis... ça date même d'avant les playoffs, c'était vraiment... Le puzzle et le casse-tête permanent pour Rimmer, et ça le sera donc jusqu'au bout, très probablement. François, je me tourne vers toi maintenant. Mon flop, c'est l'Antwerp qui a tout perdu cette saison. À la fin de la phase classique, ils étaient quand même toujours 3e. Ici, maintenant, ils sont sur un bilan de 3 sur 24, ils sont 6e. Ils ont perdu la finale de coupe. Ils ne produisent plus du football vraiment... très très beau, l'entraîneur va partir, de nombreux joueurs vont partir, donc j'ai l'impression qu'il y aura vraiment on sent qu'il y a une cassure, voilà, c'est ça, mentalement. Clairement, et finalement c'est peut-être pas plus mal. On parlait lors des dernières émissions qu'il faut du changement à Molenbeek, il faudra du changement à Charleroi, il faudra du changement au Standard, il faudra aussi du changement à l'Antwerp. Et il y en aura avec les départs de plusieurs joueurs, comme par exemple Mandela Keita qui va certainement partir, et du coup du coach Van Bommel. Et donc voilà, une saison vraiment ratée après le doublé de la saison dernière. Et alors mon top c'est Enoch Teklab qui a enfin marqué avec l'Union Saint-Gilloise, et un plutôt beau but. Il aurait pu être le héros du match contre Bruges. Il a l'occasion pour marquer le deuxième but. Finalement, il est barré, je pense, par Odoi. C'est un joueur qui revient quand même, qui était en D4 allemande la saison dernière, qui était titulaire en D4 allemande. Et voilà, en quelques mois, il est passé de la D4 allemande à l'Europa League. Il a mis du temps à rentrer dans cette équipe. Il a été titulaire pour la première fois à l'Union au bout du 35e match de l'Union, hors Coupe de Belgique. Donc voilà, ça montre aussi qu'il a eu besoin d'un temps d'adaptation, barré par Loïc Lapoussin dans le couloir gauche. Ici, il a même plus joué en play-off que durant la phase classique. Donc on voit vraiment qu'il est en train de prendre ses marques, et je pense que c'est vraiment le genre de joueur sur lequel l'Union doit compter pour la saison prochaine. Je le vois vraiment comme un titulaire en puissance dans le couloir gauche à l'Union en cas de départ de Loïc Lapoussin cet été. Ouais, un autre poste, ça rappellerait peut-être un petit peu ce qu'a connu Cameron Puertas aussi, en fait, qui a eu une saison
honnêtement la saison passée assez moyenne. Et puis voilà, tout d'un coup il a explosé la saison prochaine. On peut souhaiter la même chose pour Teclab. Oui, c'est ça. Oui, il doit encore améliorer quand même pas mal de choses. Physiquement, c'est pas un monstre, Enoch Teclab. Mais voilà, il a cette vitesse, il a cette qualité de dribble en 1 contre 1. Il fait très mal. On l'a vu plusieurs fois cette saison et même ici contre Bruges lundi. Donc il a les qualités, mais voilà, il y a toujours ce temps d'adaptation. Parce que oui, passer de la D4 allemande au top de la Pro League, c'est quand même pas rien. Mais voilà, il est sous contrat jusqu'en 2027, donc il a le temps pour se faire une place. Et oui, je pense que ce sera vraiment un des pions sur lequel l'Union pourra se baser la saison prochaine. Ouais, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce point-là. C'est, je trouve, la preuve que l'Union fait presque un 100% à chaque fois sur ses transferts. Bon, voilà, Teclab, on savait que ça prendrait plus longtemps, mais il devrait, comme tu le dis, probablement être titulaire la saison prochaine. Du moins, si la Poussin s'en va. Et c'est aussi une des clés des succès récurrents de l'Union, à chaque fois sous un différent coach. C'est la façon dont à chaque fois ils réussissent à aller chercher des joueurs avec énormément de flair. C'est clairement la clé de leur succès depuis qu'ils sont remontés. Oui, ici on parle du temps d'adaptation pour Enoch Teclab, mais il y a quand même des joueurs qui n'ont pas eu besoin de ce temps d'adaptation. Quand on voit un joueur comme Kevin McAllister, c'est quand même sa première expérience en Europe. Il avait tout le temps joué en Argentine jusque-là. Et ici, on a l'impression que c'est déjà un vieux dans le championnat, tellement il est constant, tellement il est solide. Encore hier contre Bruges, il a eu des sorties de balles où il ose mettre sa tête là où certains joueurs auraient peur de mettre leurs pieds. Il y va vraiment en mode guerrier, vraiment très fort. Voilà, c'est vraiment l'illustration aussi que l'Union arrive à avoir le flair. Je pense que si on fait le 11 avec tous les joueurs que l'Union a trouvés, je pense qu'ils peuvent être champions. Probablement. Julien, on va parler d'un club qui ne peut plus être champion, qui le pourra peut-être l'être la saison prochaine en Challenger Pro League, c'est le ROEDM, parce que j'imagine que ce sera ton flop. J'aurais pu, mais en y réfléchissant, je me suis dit que j'allais plutôt parler du Standard. Ok, en flop, oui, ça marche aussi. Dit Molenbeek, on va en parler après. Oui, on va en parler après. Avec le Standard, c'est un énorme flop ce week-end où ils n'ont pas joué. Circonstances particulières, on va dire, où les supporters ont bloqué les joueurs à l'académie. Est-ce que c'est une première dans l'histoire du football belge, ce genre de choses? Que des supporters bloquent leurs joueurs, je pense. Moi, j'ai pas souvenir, en tout cas, dans... Peut-être que Xavier pourra nous dire quelques années avant. Mais oui, je sais, je suis vieux, Julien, mais... on n'a pas Bruno avec nous pour nous dire si d'expérience. Je m'en souviens pas. Mais oui, non, c'est assez fou dans le sens négatif. Et puis, au-delà de ça, il y a tout l'aspect, tout le contexte qui entoure le Standard actuellement, avec ce risque de faillite, 777 qui va partir, il n'y a plus d'argent, les joueurs ils sont payés au lance-pierre, les fournisseurs c'est encore pire. Et donc, c'est vraiment une situation qui est catastrophique au Standard. On n'a pas du tout idée de ce que ça va pouvoir être l'année prochaine. Il y a un repreneur qui doit arriver. Mais voilà, est-ce qu'il va arriver on parle quand même de 50-60 millions pour... ne serait-ce que pour combler la dette. Combler les dettes, remettre le club à flot simplement. Donc même pas en ayant des ambitions, quoi. Donc rien que ça, ça limite déjà pas mal de choses en Belgique. Il faudra probablement aller voir à l'extérieur. Et les ambitions l'année prochaine seront sûrement minimales. Donc quand on connaît la stature du Standard et qu'on voit où ils sont maintenant, ils ont quasiment touché le fond. Ils peuvent encore un peu creuser, mais j'espère quand même qu'ils ont touché le fond, parce que je vois pas comment ils peuvent aller, à part disparaître, à part faire une faillite et voilà. Mais moi, ce que j'ai trouvé interpellant, c'est le passage de Pierre Locht à la caméra d'Eleven après les événements, une sorte de déni qui contredit ce que Ivan Leko disait quand même clairement la veille, à dire voilà, on n'est pas payé, on n'a pas été payé depuis pour le mois d'avril, on sait pas quand on sera payé. Il avait d'ailleurs la classe de dire c'est pas grave pour moi, c'est pas grave pour mes joueurs, mais c'est grave pour les employés du club qui ont besoin de cet argent. Et puis Pierre Locht arrive et nous dit non, tout le monde est payé. Mais c'est, oui, alors qu'il y a même des fournisseurs qui parlaient de faire grève c'est interpellant du match, quand même, etc. Donc c'est il y a une sorte de déni de Pierre Locht et on essaie de rassurer alors que tout les le monde investisseurs probablement on essaie de rassurer les investisseurs. Tout le monde est au courant, ça secret de Polichinelle que ça va pas, donc c'était un peu lunaire comme sortie. Ouais, effectivement. Et ton top malgré ça Mon top, j'ai parlé avant que je parlerais de Charleroi qui a joué le jeu jusqu'au bout, oui, tout à fait. Je vais plutôt parler du Cercle. Qui pour le coup joue le coup jusqu'au bout. Qui joue aussi le coup jusqu'au bout, qui est arrivé dans les playoffs sans pression, qu'il a actuellement, 4e, donc potentiellement européen. Il reste 2 matchs pour eux pour aller chercher une qualif européenne qui serait exceptionnelle vu leur saison. Donc voilà, ils n'ont plus rien à perdre. Il y a Genk et l'Antwerp derrière eux. L'Antwerp, je crois pas qu'ils reviendront.
c'est un peu mort. Et donc, il y a juste la connue Genk qui est en train de complètement s'effondrer aussi dans ces playoffs. Donc voilà, c'est la belle histoire cette saison, le cercle avec un jeu super attirant, des joueurs qui sont beaux à voir jouer. Et Denki qui hier a reçu le soulier d'ébène, qui est une belle récompense individuelle pour tout le travail collectif de cette équipe. Et donc voilà, moi j'ai envie de les voir aller au bout de leur rêve et de décrocher cette qualif européenne. Et le cercle qui pourrait avoir un rôle à jouer très très important dans la lutte pour le titre, puisque ça va être Cercle Union dimanche, et puis lors de la dernière journée, Bruges Cercle. Oui, tout à fait. Et ce Cercle Union qui, ça c'est un petit peu bizarre d'ailleurs, je trouve, aura lieu à 13h30, et puis le match entre... Anderlecht et Bruges a lieu après à 18h30 si je Il n'y a que la dernière journée où tu joues en même temps. Ce qui est quand même un petit peu bizarre parce que là les deux matchs ont un lien direct l'un avec l'autre, c'est-à-dire que si l'Union ne gagne pas au cercle, Anderlecht peut être champion en battant Bruges. Ils auraient peut-être dû mettre ces matchs en même temps. Dans le passé, mais les horaires étaient faits. Les dernières journées se jouent en même temps. Bien sûr, on va y venir donc, on va remonter un petit peu plus loin, on va revenir à Anderlecht Genk, et moi je vais en profiter pour juste mettre mon flop, c'est la situation de Genk, ce qui se passe ce qui s'est passé autour de Wouter Vranken. Ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'était passé la saison passée avec Ronny Deila, avec moins d'impact je trouve, parce qu'au final Ronny Deila était parti, bon le Standard était en Playoff 2. Ici on a appris de Dimitri de Condé que il avait été tenu au courant par l'entourage de Wouter Vranken, que Wouter Vranken voulait partir à Gand. Il a appris ça avant le premier match contre Bruges, le premier match de la double confrontation contre Bruges. Alors, il nous assure que le noyau n'en savait rien, que le vestiaire n'en savait rien. Moi, j'ai quand même l'impression que ce genre de choses se sent ou se sait. Et je trouve ça interpellant qu'une équipe qu'on présentait comme la plus belle de Belgique dans ce début de play-off, après une double confrontation, avant une double confrontation décisive, au moment où elle va affronter le club de Bruges 2 fois, et elle a toujours des ambitions de titre à ce moment-là, il faut s'en rappeler, s'écroule totalement, est méconnaissable, prend 11 goals en 3 matchs, et puis on nous apprend qu'en fait, juste avant ça, Vranken avait fait part de ses volontés de départ. Je trouve ça très particulier, je me demande dans quelle mesure, et on ne le saura jamais, dans quelle mesure ça a influencé la performance de Genk dans ces matchs, l'implication de Wouter Vranken dans ces matchs, et voilà, je trouve ça vraiment malvenu que ce soit arrivé à ce moment-là de la saison. Il faut savoir que la relation entre De Condé et Vranken est très mauvaise depuis des semaines, voire des mois, et que la direction de Genk lui reproche à Vranken de ne pas avoir tiré le maximum de son noyau, parce que c'est vrai, quand on regarde le noyau et la qualité du noyau de Genk, c'est quand même un fameux gâchis. Ouais. N'oublie pas quand même qu'ils se sont qualifiés de toute justesse pour les playoffs. Ouais, puis après, bon, il y a eu un petit espoir au début, ils jouaient un football assez incroyable, naïf mais très très joli, très très beau à voir. Ouais. Et puis, ils sont rapidement écroulés. Mais forcément, quand il y a une telle instabilité entre coach, direction, etc., c'est difficile d'aller au bout. Malheureusement, oui. Et c'est Anderlecht qui en a profité en battant Genk. On le disait, ils ont joué un très bon match à l'Union déjà, Anderlecht. Et cette fois-ci, ils ont encore une fois au moins fait 45 très bonnes minutes, je dirais une bonne heure de jeu, voire même 70 bonnes minutes jusqu'au 2-0, et puis ils ont malheureusement un petit peu lâché la rampe. Il y a eu un passage à vide d'un quart d'heure dans la première mi-temps aussi, et puis Iverskar est passé par là avec son exploit, et puis c'est vrai qu'après en deuxième mi-temps c'était pas mal du tout, jusqu'au dernier quart d'heure où ça a été la panique générale à la suite du goal de Tolu. Et donc ça, effectivement, c'est assez interpellant de les voir aussi fragiles dès qu'il se passe quelque chose. C'est pas nécessairement rassurant pour eux à quelques jours d'accueillir Bruges. C'est l'histoire de leur saison d'ailleurs. C'est très souvent cette saison qu'ils ont tremblé dans les dernières minutes. Ils ont rarement été sereins pendant 90 minutes. Mais d'un autre côté, ils sont très très costauds à domicile, donc 12 sur 12. Toute la saison, ça a été le fil rouge quand même. Ils ont perdu très très peu de points à domicile. Donc ils entameront cette rencontre avec quand même une bonne dose de confiance. Il faudra voir comment ils vont gérer toutes les absences, celles de Vertonghen et Hazard, mais maintenant aussi celles de Delaney, et comment ils vont gérer la pression, parce que l'air de rien, il y a au moins la moitié de l'équipe à Anderlecht du 11 de base qui sait pas ce que c'est, une telle finale et la pression de jouer pour le titre. Strookens, Sardella, De Bast, tous ces joueurs-là n'ont pas connu cela, même si à Anderlecht, on est habitué à jouer pour les titres, même chez les jeunes, ça n'aura rien à voir. Demandons aux Gilets, Proto, etc., qui ont vécu des moments comme ça, ce qu'ils en pensent. Ils pourront dire que
il y a de quoi à la fois être sublimé, mais il y a parfois aussi de quoi être paralysé dans de tels moments. D'autant que là, on a beau dire, on a beau relativiser sur le fait que Anderlecht, voilà, c'est un miracle qu'ils en soient, enfin un miracle peut-être pas, mais c'est inattendu qu'ils soient à 90 minutes potentiellement d'un titre. Donc on a beau dire oui, mais même s'ils terminent deuxième, c'est une saison réussie. Maintenant qu'ils sont potentiellement à 90 minutes d'un titre, la pression sera énorme parce que ce serait le premier depuis 2017 et ça va vraiment être, à mon avis, on a déjà senti quelque chose se passer au niveau du stade, au niveau de l'ambiance au l'autopark ces dernières semaines, mais ça va être quelque chose, je pense, contre Bruges dimanche. Et si un des deux clubs est plus armé à supporter la pression, c'est un des deux noyaux en tout cas, c'est peut-être celui de Bruges. Ouais, supporter la pression, et alors d'un point de vue qualité, ça a été assez frappant hier contre l'Union. Les 3 premiers remplacements qui ont été faits par Nicky Hayden, c'était 3 joueurs qui étaient titulaires contre l'Antwerp au match précédent. C'était Scovolsen, Vetlesen, Noussa. Ces 3-là étaient sur le banc. Il y avait encore Nielsen sur le banc, il y avait Balanta sur le banc, il y avait Zinkernagel sur le banc. Voilà, avec de la qualité comme ça, quand on voit des joueurs comme Van Aken qui peuvent faire la différence, Mignolet aussi, qui savent faire la différence, même des anciens entre guillemets comme Odoi, comme Mekele qui ont l'expérience justement peut-être de ces moments-là. Il y a l'incertitude Thiago, ça c'est peut-être le gros point noir pour le club de Bruges en vue de cette finale entre guillemets contre Anderlecht. Skoras aussi qui a un niveau très élevé. Sur papier, moi je trouve qu'en fait Bruges n'a rien à faire à cette deuxième place et Bruges n'a rien à faire à cette troisième place non plus. Et si on prend les 3 noyaux, même si on le compare avec celui de l'Union ou avec celui d'Anderlecht, pour moi Bruges doit être champion à tous les coups. Voilà, ils ont eu un gros passage à vide qu'ils ont un peu rattrapé maintenant, mais voilà, est-ce que cette expérience et cette qualité peut faire la différence dans cette ligne droite? En tout cas, je trouve que Bruges a tout pour aller chercher ce titre. Quand on voit le retour de Scovolsen hier, c'est assez impressionnant. Ça pourrait être le gars qui apporte le titre à Bruges. En tout cas, c'est à mon avis le joueur dont devra se méfier le plus à Anderlecht dimanche, même en absence de Thiago. Voilà. Maintenant, Bruges n'a pas l'air non plus totalement serein quand on voit ces moments du match d'hier contre l'Union, où l'Union a quand même clairement pris le dessus en fin de rencontre. Mignolet qui se trouve quand même, l'air de rien. Donc voilà, c'est pas aussi simple non plus psychologiquement du côté brugeois, à mon avis. Mignolet qui se trouve, c'est d'autant plus paradoxal que Jacker, c'était très impressionnant en l'absence de Mignolet. Et moi je trouve que Mignolet a une tendance ces dernières saisons à se trouver de temps en temps à des moments un peu dangereux, alors que Schmeichel, on l'a dit, est en train de sortir des playoffs. C'est peut-être le meilleur joueur d'Anderlecht dans ces playoffs. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi sur ce point, mais moi je trouve que c'est celui qui est le plus oui, il fait de très très bons playoffs, sans oublier qu'il est blessé et qu'il joue blessé. Donc voilà, mais pour l'instant, oui, il fait des playoffs assez impressionnants. Personne n'attendait ce niveau-là de la part de Schmeichel. En tout cas, il y a quelques mois, quand il était fort critiqué, ne l'oublions pas. On va venir à l'Union, du coup, maintenant, François. L'Union qui hier a plus ou moins dit adieu au titre de champion. Bon, le discours après la victoire en coupe quand même, c'est que la saison elle est réussie avec un trophée, ça me paraît assez clair. Comment tu as senti les joueurs hier? On a l'impression que tout le monde était déçu hier après, au coup de sifflet final, que ce soit brugeois ou unioniste, mais peut-être les unionistes avaient encore en plus quand ils ont ouvert le score, voilà, il y avait vraiment cet espoir peut-être d'encore réussir quelque chose de très unioniste au final, c'est-à-dire une remontée fantastique en fin de saison. Mais voilà, là ça a probablement fini malheureusement pour l'Union, pour les ambitions de titre. Ouais, mais justement, moi je me questionne, j'ouvre le débat, est-ce que la saison sera réussie si l'Union termine 3e et remporte la Coupe de Belgique? Je pense pas qu'on peut dire que ce sera une saison ratée, mais de là à dire que c'est une saison réussie, je pense que de manière générale oui, parce qu'ils ont fait une phase classique énorme, ils ont fait un parcours en Europe assez brillant, ils ont été chercher la coupe, mais derrière ça voilà, ils avaient quand même une énorme avance par exemple sur Bruges à la fin de la phase classique. Ici s'ils terminent 3e, qu'ils passent à côté de la Ligue des Champions et du titre, je pense que si on va demander aux joueurs si la saison est réussie, je ne suis pas certain que tout le monde dira oui. Après, voilà, et on le sentait à la fin de la rencontre contre Bruges, qu'on n'arrivait pas à bien sentir le sentiment général. C'est Anthony Maurice et Alessio Castromontes qui sont venus face à la presse. Et il y avait des regrets, il y avait de la frustration, mais en même temps,
ils étaient heureux d'avoir quand même pris un point à Bruges, mais en même temps, ils se disaient que voilà, la victoire était clairement envisageable. Je pense que le match nul est logique au vu de la rencontre. Si Maurice ne sort pas un arrêt sur Scovolsen, bah, voilà, l'Union repart avec une défaite et ne pouvait même plus être en course pour le titre. Mais voilà, on sait jamais, on l'a vu la saison dernière que tout est possible jusqu'au bout. Moi je pense que l'Union doit encore y croire, doit jouer vraiment sa chance jusqu'au bout et qui sait, peut-être même aller chercher cette deuxième place qui quand même donne accès aux qualificatifs, aux préliminaires de la Ligue des Champions, ce qui n'est quand même pas rien. Ouais. Donc voilà, ouais, encore une fois, tout va se jouer, je pense vraiment jusqu'au bout de la saison. Pour le titre, pour l'Union, je pense qu'il faudrait quand même un miracle, parce que ça voudrait dire qu'ils font un 6/6, ça à mon avis c'est quand même tout à fait réalisable. Par contre, il faudrait que ni Anderlecht ni Bruges ne fassent 2 points, 4/6. Il faudrait que aucun des deux ne fasse 4/6 sur les 2 dernières journées, ce qui me paraît quand même... Sachant qu'Anderlecht va à l'Antwerp qui est en roue libre. Bruges joue Genk, éventuellement on peut imaginer un match nul, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment un concours de circonstances assez fou. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que l'Union va se déplacer au Cercle, et que le Cercle et l'Union c'est des clubs qui sont très très amis, mais que là c'est le Cercle qui pourrait vraiment porter un coup fatal aux ambitions de l'Union. J'en avais parlé un petit peu avec l'adjoint du Cercle hier qui me disait oui bon on est amis, mais voilà, business is business. Malheureusement il n'y aura pas de ça vendredi. D'autant que le Cercle, on l'a dit, ils sont vraiment à fond, ils jouent pour aller chercher un ticket européen eux aussi. Bah oui, là ils ont un vrai objectif à aller chercher maintenant. Très clairement. Ouais. Julien, toi d'un œil un peu plus extérieur, tu dirais que la saison de l'Union sera réussie avec déjà ce trophée. On a aussi l'impression que la Crocky Cup c'est un trophée un peu dévalué, qu'il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, ou qu'il y a pas, voilà, qu'on y donne beaucoup moins d'importance par exemple qu'à la FA Cup en Angleterre, ça c'est certain, et je pense même à la Coupe d'Allemagne en Allemagne qui a quand même encore pas mal de prestige. Mais en même temps l'importance d'un trophée c'est aussi ce qu'il représente pour celui qui le reçoit, et on a vu que les joueurs quand même étaient assez émus de remporter ce trophée. On a vu des dirigeants de l'Union qui pleuraient en tribune, donc je pense qu'il y avait quand même un vrai soulagement, un vrai bonheur de gagner ce trophée. Selon toi, voilà, est-ce que la saison de l'Union là elle est déjà réussie? Un peu comme François a dit, je crois pas qu'elle sera ratée avec juste une coupe. Mais il y a ce goût de trop peu. Quand tu as joué 2 années de suite, même 3 années avec celle-ci, les premières places et le titre, quasiment jusqu'au bout à chaque fois, et que tu le loupes encore en ayant eu une telle avance, tu peux pas parler d'un championnat qui est vraiment réussi, une saison totalement pleine de succès. Donc, faut voir une 3e place. Je dirais pas jusqu'à dire une saison ratée, mais saison très moyenne. S'ils finissent 2e, bon... Ouais, on pourrait se dire, ok, surtout s'ils finissent derrière Anderlecht, tu te dirais, bon ben voilà, si c'est derrière Bruges, là par contre, tu te dirais, quand tu vois l'écart qu'ils ont eu avec eux, là tu te dirais que c'est un vrai échec, quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment un aspect mental là-dedans. Depuis que l'Union est remontée en Division 1A, il y a eu donc 3 saisons. La première saison, seulement 2 victoires en 6 matchs de play-off. La deuxième saison, seulement 2 victoires, encore une fois en 6 matchs de play-off. Et cette saison-ci, seulement 2 victoires en 8 matchs de play-off. Donc voilà, ils font des très belles phases classiques, c'est très bien, mais je pense que Anderlecht, surtout Bruges, l'a bien compris, et c'est pendant les play-offs qu'il faut être au niveau, et clairement pour le moment l'Union n'est pas au niveau dans ces play-offs. N'avoir gagné que 6 fois en 20 rencontres, vraiment au moment où tout se décide, bah, c'est beaucoup trop peu. Alors oui, l'Union s'est enchaîné 20, je pense que c'était 24, 25 matchs sans défaite en championnat. C'est très beau, mais voilà, en sachant qu'on divise ensuite les points par 2, en sachant qu'on joue ensuite des matchs à 6 points contre des concurrents directs, c'est à ce moment-là qu'il faut répondre présent, et je pense que l'Union va s'en vouloir beaucoup avec ce 0/12 qui a fait débuter ces playoffs d'une manière assez catastrophique. Et tu disais l'aspect psychologique qui a déjà joué pour ces playoffs-ci, à mon avis, par rapport à ce qu'ils avaient connu avant. Imagine l'année prochaine s'ils se requalifient pour les playoffs, au niveau psychologique, dans quel état ils seront au moment d'entamer ces playoffs. S'ils se qualifient pour les playoffs en étant 4e, 5e, ils entreront dans les playoffs dans une dynamique différente et avec moins d'attentes autour d'eux. S'ils recommencent à rouler sur le championnat, à un moment on va se demander ce qui se passe, quoi. Parce que l'échec est quand même énorme. Je pense qu'ils avaient l'Union avait combien de points d'avance sur Bruges? 19. Sur Bruges 19, oui. Ouais, et je pense 6 ou quelque chose comme ça sur Anderlecht, mais je pense que 7 sur Anderlecht. Je pense que en fait l'Union a aussi
c'est aussi piégé elle-même. Les joueurs se sont piégés eux-mêmes en criant sur tous les toits qu'ils voulaient être champions. En fait, ils se sont mis une pression qui n'était pas du tout nécessaire. Parce qu'on le sait que quand on finit la phase classique en tête, qu'on a roulé sur ses adversaires, qu'on a enchaîné un nombre incroyable de matchs en défaite, on se doute bien qu'on joue pour le titre. Mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose de le dire, hormis à se rajouter de la pression totalement inutile. Blessing l'avait compris. Blessing n'a jamais dit durant ses conférences de presse ou ses prises de parole que l'Union allait chercher, que l'Union voulait à tout prix être championne. La direction, pareil, n'a jamais dit on doit être champion, mais par contre quand on allait sonder les joueurs, là directement c'est oui, moi je suis venu à l'Union pour aller chercher le titre, tout le monde parle du titre dans le vestiaire, il y a que ça qui fait, voilà, dans nos conversations il y a que le titre. Mais je pense que ça a rajouté une pression et on l'a vu en début de play-off. Et puis à un moment, avant cette double confrontation contre l'Antwerp, les joueurs ont discuté entre eux, Blessing a fait passer le message, maintenant on arrête de parler de titre. On arrête de crier sur tous les toits qu'on veut être champion. Résultat, bon ok, c'était contre une équipe de l'Antwerp assez faible, mais 6/6, ça a relancé la machine. Et voilà, je pense que dans le sport, l'aspect mental est tellement important. On l'a vraiment vu avec l'Union cette saison-ci. On l'a vu en fin de saison dernière avec l'Union, où il y a aussi l'aspect mental. À ce moment-là, il reste quelques minutes. C'est dans les têtes que ça se joue. Ouais. Donc je pense que la saison prochaine, en tout cas, ils auront accumulé pas mal d'expérience. Que pour, peut-être aller chercher le titre lors de leur 4e saison. Et il y a quelque chose qui, nous, les journalistes, nous agace un petit peu à chaque fois qu'on l'entend, c'est souvent les coachs qui disent ça, c'est dire que c'est un petit peu notre faute quand même. Quand nous, on parle de titre, on écrit plein de choses, etc. Alors les joueurs, eux, ont beau jeu de dire qu'ils lisent pas la presse, on sait que c'est parfois faux aussi. Est-ce que on a un petit rôle là-dedans? Est-ce qu'on a parfois écrit que l'Union jouait le titre alors qu'il n'aurait pas fallu? Est-ce que tu trouves qu'on a... Non, parce que le fait d'écrire que l'Union doit jouer le titre, c'est correct. C'est un fait et voilà, et c'est même pas... Voilà, dans les faits, quand les joueurs disent on doit aller chercher le titre, c'est correct, c'est logique. Ouais. Mais pour moi, il ne faut pas le dire. On peut le penser, on peut l'avoir en soi, mais ça ne sert à rien d'aller le crier sur tous les toits, parce que au final, ce sera la même chose. Donc, je pense que ça doit être une ambition qui doit rester dans le groupe. Tout le monde le sait. À partir du moment où on a une des meilleures attaques, une des meilleures défenses, qu'on enchaîne les matchs sans défaite, qu'on est en tête, qu'on a une avance sur ses concurrents, oui, on va aller chercher le titre. Mais le dire à la presse, le dire dans toutes les interviews, je pense que ça n'a pas de sens. Mais que les journalistes écrivent que l'Union doit aller chercher le titre en ayant 3,5 points d'avance sur Anderlecht et quasiment 10 avant les playoffs sur Bruges, oui, ça c'est totalement logique. Julien ? Du côté d'Anderlecht, on a joué plus intelligemment, j'ai l'impression, à la fois du côté de la direction, du côté des coachs. On a entendu parler du titre que très 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 tard, alors que le mercato, clairement sur papier, c'était un mercato pour jouer le titre. Il ne devait pas se cacher, mais il se cachait quand même au début de la saison. Alors que c'est un club où normalement on doit commencer la saison en disant qu'on joue le titre. Mais voilà, les conditions sont différentes. Il venait d'une 11e place de cette année sans rien, donc ça tenait la route de dire on vise le top 4 et puis après on verra. Ouais, Julien. Pour rebondir sur l'histoire de la presse, ce serait hypocrite de notre part si une équipe qui est première, qui a 10 points d'avance sur le deuxième, qui a la meilleure attaque, meilleure défense, qui enchaîne une vingtaine de matchs sans défaite, si on se disait non, ils jouent pas le titre. Ouais, c'est vrai. On se dirait c'est quoi cette presse je veux dire, comme François a dit, c'est un fait. Quand une équipe est première, elle joue le titre, qu'elle le veuille ou non. Ouais. De toute façon, notre rôle n'est pas d'écrire ce que le club souhaite. Bien sûr que non. Donc, c'est juste que, on l'entend tellement dire qu'à force de se l'entendre dire, on se remet parfois un petit peu en question en se disant est-ce que j'aurais dû écrire les choses différemment? Mais non, je pense. Union qui joue le titre, comme tu disais, c'était devenu tellement évident au fil des semaines, la façon dont ils jouaient, dans toutes les compétitions d'ailleurs, ils étaient impressionnants. Et puis si un groupe n'est pas capable de résister à cette pression, parce qu'il y a quelques articles qui disent l'Union joue le titre, vraiment, c'est qu'ils ne sont peut-être pas capables de le jouer simplement. Parce que la question que je me suis posée, il y a combien de joueurs qui sont en commun par rapport à cette première saison de l'Union en D1? Donc il y a Maurice, il y a Lapoussin, il y a Maurice Lapoussin, Burgess, Guillaume François. Qui joue très peu. Mais pour le reste, il y en a quasiment plus. Et c'est un nouveau coach à chaque saison. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui est aussi plus de fond que ça. Oui, c'est pas juste un manque de fraîcheur mentale. C'est pas juste le coach qui aurait du mal à trouver les arguments, parce que ce sont 3 coachs différents. Donc on peut imaginer qu'ils ont tous une approche mentale assez différente, une façon de gérer ça de manière différente. Il y a des joueurs qui sont arrivés, qui ont amené une fraîcheur et une envie différente. Il y a eu un renouvellement des cadres, ou en tout cas de certains cadres à peu près chaque été. Donc c'est qu'il y a
il y a quelque chose, voilà, un petit problème de fond peut-être auquel il faudra peut-être réfléchir un peu cet été du côté de l'Union. À l'intérieur du club, les dirigeants, les employés. Oui, c'est ça. Et puis voilà, ils sont peut-être pas habitués aussi, et tout n'est peut-être pas fait pour. Je veux dire, l'Union n'a pas, la direction de l'Union n'a pas bâti une équipe pour être championne en début de saison. Elle a vu ses meilleurs joueurs partir et ses 5-6 meilleurs joueurs vraiment qui faisaient peut-être partie du top 20 des meilleurs joueurs du championnat. Quand on pense à Victor Boniface, à Simon Adingra, à Teddy Thomas, à Senne Linen, c'est quand même des joueurs qui comptaient en Division 1. Ils ont été remplacés. Mais après, la direction n'a pas créé une équipe avec un banc très large. On parlait du banc du club de Bruges. Hier, par exemple, Blessing n'avait pas toutes les solutions pour changer le sort du match. Il a fait ses premiers changements à la 80e minute. Ça montre aussi, peut-être qu'il avait confiance en son équipe, mais quand même que la profondeur de banc n'est peut-être pas assez, n'est pas celle d'une équipe qui peut aller, enfin qui doit en tout cas aller être championne. Donc le discours de l'Union ne doit pas être championne, je pense, est correct. La direction doit continuer avec ce discours-là parce que c'est vrai. L'Union n'a pas un banc pour être champion. L'Union a des très bons joueurs qui ont les qualités pour aller chercher ce titre, mais qui n'ont pas les qualités pour devoir aller chercher ce titre. Je pense que cette différence-là est quand même assez grande. Par exemple, avec Bruges, Bruges a l'équipe, a le banc pour être champion à tous les coups. Voilà, ils doivent l'être. Et s'ils ne le sont pas, voilà, c'est un échec. C'est pour ça que saison réussie, saison ratée, ce ne sera pas totalement réussi, mais ce ne sera pas totalement raté non plus. Mais je pense que, par exemple, l'Union doit peut-être intégrer le rôle d'un Genk ou d'une Gantoise qui va se mêler à la course au titre une saison par-ci par-là. Mais contrairement à Anderlecht, Bruges, je dirais qu'ils sont les deux locomotives qui en théorie doivent jouer le titre. Financièrement, l'Union n'est pas Bruges, n'est pas Anderlecht. Tu as raison sur papier, François, mais si tu termines la phase classique avec autant d'avance, c'est un échec. Tu dois être champion. Oui. Tu ne dois pas en début de saison, mais à partir du moment où tu es premier avec autant de points d'avance. On est d'accord sur ce point. Et le REDM, c'est une saison ratée ou une saison réussie? Ça dépend de comment on se place. Je veux dire, tout le monde les voyait descendre de toute façon en début de saison. Non, c'est une saison complètement ratée. Ils ont, comme j'ai dit, tout le monde les voyait descendre en début de saison parce qu'il y a eu un mercato qui a démarré tard. Ça a été le cas au complet avant le début de la saison, pendant la pré-saison. Et donc tout le monde se demandait est-ce qu'ils sont capables mentalement. Voilà. Finalement, en cours de saison, première partie de saison, ils ont montré qu'ils avaient leur place en Division 1. Il y avait du jeu qui était proposé, il y avait des joueurs sympas, etc. Les points arrivaient au compte-gouttes, mais ils arrivaient. Et puis, ils sont complètement effondrés à partir de la mi-décembre. Il y a eu un regain de forme dans les playdowns où on s'est dit, il y a peut-être moyen... 5 points d'avance. 5 points d'avance à 3 matchs de la fin. Et puis, il y a cette première mi-temps ratée contre Courtrai. Et c'est le grain de sable qui vient enrayer la machine, le mental qui bloque et l'effondrement complet. Et cette défaite à Eupen, alors que de l'autre côté, Charleroi, on l'a dit, fait le job, respecte les playdowns, respecte ce fameux rôle de Bruges des playdowns qu'il voulait avoir. C'est le symbole de la saison. C'est terrible parce que c'était prévisible. Honnêtement, moi, c'était le scénario que j'imaginais dans ma tête. Je voyais Charleroi jouer le jeu à fond, mais j'imaginais le REDM ne pas aller gagner à Eupen et s'écrouler comme ça. C'était terriblement prévisible parce que ça faisait des semaines que ça n'allait plus, qu'il n'y avait vraiment plus rien sur le terrain, que Yannick Ferreira qui était arrivé avec une fraîcheur, un petit côté, je trouve... proche des joueurs, très copain presque de son noyau, ça s'est très rapidement heurté à ses limites, je trouve, cette méthode-là. Il n'a pas réussi à tirer le peu de jus qui restait peut-être pour aller chercher les points. Comme il l'a dit après la défaite à Eupen, le mal était plus profond que ce qu'il pensait. La série de 13-14 matchs sans victoire de suite a complètement miné le moral des joueurs. Et le fait d'arriver, le match contre Courtrai, la défaite, d'avoir une mi-temps où ça se passe pas bien, et puis d'avoir la deuxième mi-temps où on pousse, on joue pas mal, mais on n'arrive pas à marquer, le doute est revenu. Et une fois que le doute est dans cette équipe de Molenbeek, ça ne fonctionne plus. Contre Eupen, il y a eu des occasions en première mi-temps pour arriver à mener au score, ils n'ont pas réussi à le faire. Et là, au moment où la deuxième mi-temps démarre, moi je me dis, ça va être compliqué. Parce que même s'ils ont un peu une sorte de domination, on sent qu'ils
ils vont pas arriver à faire ce switch mental à ok, on doit aller marquer, mais on va jouer posé. Il y avait de la précipitation et ça n'allait pas. Mais voilà, c'est le symbole de cette saison où ils ont voulu forcer parfois, ça n'a pas été. Des joueurs qui n'étaient pas toujours au top, des entraîneurs pas au top non plus parfois. Avec Bruno Virles, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était pas un très bon choix. Non, je pense que tactiquement, il avait des idées intéressantes, mais dans sa gestion de groupe, il a fait pire que bien en fait, en écartant certains joueurs comme Xavier Mercier qui était très respecté dans le groupe. Il s'est mis les joueurs à dos. Je ne dis pas qu'ils l'ont lâché complètement comme ça peut arriver certaines fois, mais le message passait plus. Et quand le message passe plus entre les joueurs et l'entraîneur, sur le terrain ça se ressent. Donc on voyait que c'était complètement délié. Et la saison de Molenbeek, c'est le chaos à tous les étages. La direction, on a Gauthier Gannet qui n'a pas eu les mains libres pour faire tout ce qu'il voulait. Textor est venu à chaque fois dans ses pattes, lui a posé des transferts, refusé des transferts. Quand on a un CEO qui n'est pas capable de faire tout ce qu'il veut dans le club comme il veut, c'est compliqué. Imposer peut-être même des coachs, parce que j'ai l'impression que c'était l'intention de Gauthier Gannet de se séparer de Claudio Cassapa plus tôt que il a choisi aucun des coachs de cette saison. Il voulait garder Vincent Evrard. Textor a finalement refusé de la dégager. C'est via Lyon et Eagle que Cassapa est arrivé. Il voulait licencier Cassapa assez tôt, même fin de l'année, donc redémarrer 2024 avec un nouveau coach. Textor ne voulait pas, il voulait attendre qu'il y ait les nouveaux transferts pour donner une chance à Cassapa. Finalement, Textor a accepté de virer Cassapa, mais c'est encore une fois, c'est Lyon qui a choisi Irles. Donc c'est même pas un choix de Molenbeek, quoi. Ça vient d'ailleurs, qui a posé Irles, ça se passe pas bien, et c'est pas non plus Gannet qui a choisi Ferreira. C'est Textor qui a posé encore une fois ce choix. Donc quand on a des dirigeants qui sont sur place, qui connaissent le club, qui savent comment ça se passe au quotidien, qui ne savent pas agir au quotidien comme il faudrait, parce que le grand Manitou en fait un peu à sa tête, c'est compliqué et il n'y a aucune stabilité en fait. Et donc s'il n'y a pas de stabilité dans les coulisses, il ne peut pas y en avoir sur le terrain. Et c'est d'autant plus dommage qu'on a, comme tu l'as dit, on a eu l'impression pendant cette saison que le RWDM amenait quelque chose à la D1A quand même. Voilà, ça amenait des derbies. Nous on les a vécus avec l'Union, avec Anderlecht. Derby dont peut-être Bruno Irles d'ailleurs n'avait pas forcément compris l'importance, et les joueurs non plus n'avaient pas forcément compris l'importance. Textor a-t-il compris l'importance Il a fait semblant en début de saison en disant oui, je veux botter les fesses de l'Union et d'Anderlecht. Bon, ça a très très mal vieilli comme je pense pas que c'est une question de prendre conscience ou pas conscience de l'importance d'un derby. Je pense que c'est une différence de niveau simplement. Oui bien sûr, ça oui mais oui. Parce que le match contre l'Union, le premier, c'était assez accroché. L'Union gagne dans les arrêts de jeu avec un but tout à la fin. Et le match retour, l'Union mène vite 3-0. Une première mi-temps où il domine complètement. Puis en deuxième mi-temps, le RWDM s'est réveillé. Ils sont revenus à 3-2. Et sur la fin de match, ça aurait pu être 3-3. Hein. Anderlecht, pareil. Le match aller très, très accroché. Molenbeek qui mène. Finalement, il n'y a que le deuxième match contre Anderlecht où ils se sont complètement effondrés. Ouais, tout à fait. Sinon, c'était pas... Il y avait une différence de niveau, oui, mais c'était pas écrasant. Comme Bruges a pu le faire en mettant 7 goals à domicile, puis 6. En tout cas, le RWDM a amené plus à la D1A, et bon, c'est pas pour manquer de respect à Lommel ou à Dender. On a l'impression que c'est un club qui a plus sa place en D1A sur papier que Dender. Qui a une histoire qui est peut-être plus intéressante et qui apporte au folklore du football belge, quoi. Ouais, enfin bon, voilà, c'est... Mais voilà, une équipe qui finit avant-dernière, qui n'est pas capable de saisir toutes les occasions qui se présentent à elle pour se maintenir. Elle n'a tout simplement pas sa place en division A. Alors c'est pas, on remet pas du tout ici en cause les qualités intrinsèques des joueurs individuellement, mais force est de constater que pour former un groupe et une équipe qui fonctionne, ça n'a pas fonctionné, en tout cas sur la longueur et de manière complète. Et tu as parlé quand tu as dit que quand il y a des propriétaires qui ne sont pas là et des gens qui sont sur place et qui connaissent un peu le foot, ça m'a évidemment fait penser à 777 Partners. Qui, pour le coup, on les voit pas non plus. On sait qu'il y a quelques responsables qui sont sur place au Standard pour gérer la situation, mais les grands Manitou, ils règlent leurs problèmes qui sont bien plus grands que ça. Oui, je pense même que là-bas, les grands Manitou de 777, ils s'en foutent du foot, ils n'y connaissent rien. Ils vont de toute façon maintenant liquider leur... ce qui les intéresse, c'est l'argent, quoi. Et dans le cas d'un Textor, je pense qu'il s'y connaît quand même un peu en foot. En tout cas, il s'y intéresse vraiment. C'est juste que Molenbeek était la cinquième roue de son carrosse cette saison. Oui, c'est un peu ça, effectivement.
Bon, ben, on peut dire un petit mot justement de Charleroi, qui, comme on l'a dit, a joué le jeu jusqu'au bout. François, j'ai envie de te demander, selon toi, comment tu imagines la saison prochaine pour Charleroi? Qu'est-ce que tu les imagines afficher comme ambition déjà, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à Charleroi pour éviter une saison comme celle qu'on a vécue cette fois, qui là, même si évidemment ils se sont maintenus, mais ça reste une saison complètement manquée. Je pense que le mercato va être un des plus importants de ces dernières saisons, parce que il va y avoir beaucoup de départs et de joueurs cadres comme Kofi, comme Ilaï Maharitra, comme Dari défensivement. Dari ne reste pas Dari cette saison. ne reste pas. Et puis il va falloir trouver un attaquant, parce que là pour le moment, entre Silla, Dabag, il n'y a pas cet attaquant qui sait marquer les buts. Donc il va falloir un gardien, il va falloir un attaquant, il va falloir un meneur de jeu. Zorgan devrait aussi partir. Donc finalement ça fait quand même beaucoup de départs. Donc oui, il va falloir un peu tout reconstruire. La chance que Charleroi a, c'est que je pense que le club veut continuer avec Rick 2000, et que du coup ici les bases ont été un peu mises, et que voilà, il n'y a pas en plus de ça ce changement d'entraîneur durant la trêve qui va arriver. Mais oui, je pense que pour Mehdi Bayat, ça va être un des mercatos les plus importants des dernières années, parce que l'ambition de Charleroi, voilà, Charleroi n'est pas gang, Charleroi n'est pas la Gantoise, mais dans des playoffs à 6, je pense que Charleroi, quand Charleroi a vraiment tout pour, peut essayer de viser cette 6e place, tout juste. Comme un Cercle de Bruges l'a fait cette saison. Voilà, c'est ça, exactement. Essayer d'être la bonne surprise de se qualifier, mais pour le moment, actuellement, c'est pas du tout ça. Et leur place, c'est dans la deuxième partie de tableau, clairement. Donc voilà, il va falloir reconstruire assez rapidement pour essayer, en tout cas dans un premier temps, de passer dans la colonne de gauche. Et puis, oui, si pas se qualifier pour les Champions Playoffs, essayer de jouer un vrai rôle dans les Playoffs 2, parce que Charleroi doit au minimum viser ça. Ouais, je pense que ce sera aussi l'un des mercatos où Mehdi Bayat aura le plus de pression, notamment de la part de son public. On sait qu'il y a des grosses tensions entre les Storm Ultra et Mehdi Bayat. Et d'ailleurs, pour revenir sur un propriétaire absent, là pour le coup, c'est David Elmer, je crois le nom de l'investisseur américain qui maintenant s'est joint à Mehdi Bayat. Il a encore rencontré les Ultras ce week-end, je crois. Il a passé une mi-temps avec les Ultras de Charleroi. Alors voilà, c'est bien pour les images. Mais c'est quand même, je pense que c'est même plus que cela, parce qu'on voit qu'il est là, on voit qu'il est présent, on voit qu'il écoute les supporters, même si ça n'a peut-être pas d'impact sur ses décisions, mais au moins il montre qu'il est là et qu'il fait partie du projet. Et je pense que c'était vraiment nécessaire, parce que comme tu le dis, le lien avec Mehdi Bayat est vraiment cassé. Donc voilà, ici je pense que oui, son arrivée a aussi fait du bien, aussi bien financièrement que humainement. Donc oui, lui aussi aura pas mal de travail, parce que oui, clairement sur le terrain il va falloir se reconstruire, mais je pense qu'il y a aussi un lien à reconstruire entre Mehdi Bayat et les supporters, parce que les supporters seront toujours là. Mehdi Bayat a priori ne va pas partir dans une saison, donc il sera là encore sur le long terme, et voilà, et c'est pas possible une situation un peu pourrie entre la direction et les supporters. S'ils veulent vraiment des résultats, il faut qu'il y ait un lien entre les joueurs, le staff, la direction et les supporters. On parle beaucoup de top 6, etc. Enfin, on entend parler du top 6 pour des clubs comme Charleroi, etc. Mais avec les retours en D1 et au premier plan de l'Union, de l'Antwerp, etc., la donne a complètement changé. Tout à fait. Ça devient de plus en plus compliqué. Les places sont chères. Même un club comme la Gantoise, comme Gand a difficile. Et encore, il n'y a même plus le Standard pour l'instant. Ah, c'est vrai, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que le Standard est un club qui, au fait de sa forme, doit viser le top 6 chaque saison. Et là, évidemment, est loin. Mais quand tous ces clubs sont en forme, dans une situation saine, ils doivent tous viser le top 6, et il n'y a pas de place pour tout le monde dans le top 6, surtout si le Cercle et Charleroi par exemple commencent à se mêler à la course. Oui, parce que si on regarde maintenant, aller sur 16 équipes, il y en a 7 ou 8, voire peut-être 9 qui peuvent objectivement jouer. Même Malines a failli en faire partie. Jouer la course au play-off. Saint-Tron, Westerlo, c'est des équipes qui de temps en temps, sur une bonne saison, peuvent aller chercher une place dans le top 6. Donc effectivement, comme François l'a dit, pour Charleroi, c'est compliqué. Le chantier est énorme. Mais ça réduit la marge d'erreur aussi, c'est ça le problème. Donc il faut réussir les coups contentes. Donc je pense que Mehdi Bayat a du travail.
Bon, mais je pense qu'on a parlé d'à peu près tous les sujets. Là, on a couvert un petit peu toute notre D1. Moi, j'avais une petite question à vous poser parce que je voulais votre avis sur la question. On est assez pessimiste concernant Arthur Théat qui pourrait se retrouver forfait pour l'Euro 2024. La sélection de Domenico Tedesco est le 28 mai, si je ne m'abuse. Donc moi, je m'attends à ce qu'il soit dans la sélection en attendant de voir si ça s'améliore. Mais bon, voilà. En imaginant qu'Arthur Théat ne soit pas à l'Euro, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas vraiment, on a très peu de solutions déjà sur les flancs. Voilà, Julien, toi, ta solution, est-ce que on met Castagne à gauche, on met Meunier à droite? Moi, ce serait une des solutions. Oui, je pense que dans le 11, ça doit être ça. Après, pour le remplacer numériquement dans la sélection, il n'y a pas beaucoup d'arrière-gauche en Belgique. Ce serait peut-être l'occasion d'avoir une surprise. Peut-être, pourquoi pas, Maxime de Kuiper, qui arrivera un peu de nulle part parce qu'il n'a encore jamais été sélectionné, je pense. Il a peut-être été rappelé une fois suite à une blessure, mais je ne pense pas qu'il ait été sélectionné. En tout cas, il n'a jamais été capé. Ouais. Donc voilà, Théat qui se blesse comme arrière-gauche, il n'y a pas grand-chose c'est un coup pour le remplacer. François, toi qui as vu de Kuiper à l'œuvre plusieurs fois cette saison et encore hier. Offensivement, il est très fort. Après, défensivement, parfois, c'est pas toujours ça. Du coup, oui, la solution de Julien, je pense, est la meilleure. Mais clairement, on parle pas beaucoup de Théat, j'ai l'impression, et de ses performances. Mais ça reste quand même un des joueurs qui, je pense, a le plus joué sous Tedesco. Donc c'est vraiment un pion essentiel. Donc il en faudrait pas d'autres de blessés. Voilà, on parle de Vertonghen aussi. Voilà, Vertonghen qui est pas au top. Théat, Courtois qui sera pas là. Ça commence défensivement à faire beaucoup. Ouais. Xavier. Non, mais justement, je voulais rebondir là-dessus et dire effectivement qu'il faut pas oublier que Vertonghen n'est pas encore à l'Euro. Et voilà, donc beaucoup de boulot pour Tedesco. Parce que si on n'a pas Vertonghen et pas Théat, ça fait tout le côté gauche qui pouvait aussi dépanner dans l'axe. Donc c'est tout le côté gauche qui est décapité titulaire. Donc, Olivier De Scacht, il joue plus. Marc Deman. On a Olivier Deman qui pourrait éventuellement remplacer. Oui. remplacer même Siquet qui sait jouer à gauche. Ouais, moi l'option à laquelle je pense à ce moment-là était Salomakers qui joue ailier gauche à Bologne et qui pourrait peut-être à ce moment-là dépanner et faire tout le flanc. Mais c'est un point qu'on suivra. De toute façon, la sélection est dans quelques semaines, mais on a encore 2 matchs de championnat d'ici à couvrir. Et voilà, rendez-vous lundi prochain. Déjà, peut-être qu'on aura déjà un champion à célébrer et dont parler dimanche. Tu n'as pas l'air d'y croire, Xavier, d'un titre d'Anderlecht dimanche. Est-ce que je ne sais pas. Non, j'ai l'impression aussi que ça va se jouer vraiment jusqu'à la dernière journée, comme l'année passée. Je verrais bien un match nul. Je vois bien un match nul dimanche entre Bruges et Anderlecht, effectivement. Tout qui joue sur la dernière journée. Et l'Union championne sur une frappe de mule de Christian Burgess à la 94e qui nous fait Nalderweireld 2024. J'ai des doutes. Ce serait beau, mais... J'ai quelques doutes aussi, mais bon, on verra. Allez, merci à tous, à la prochaine. Merci.